Un grand merci, je ne reprends pas tous les remerciements qui ont été exprimés. Merci Catherine, merci aux organisateurs qui ont tenu, merci à Cécile et merci à vous. Vous venez de comprendre que je ne parlerai ni de céréales, ni d'exercices spirituels, mais de classiques. Ça, on a compris. Et prochaine slide, la prochaine. Voilà, vous entendrez beaucoup le mot la prochaine, la suivante durant cette causerie, parce que ce n'est pas moi qui comprends le déroulement de ce qui se passe. Comment lire les classiques chinois? J'entre tout de suite dans le vif du sujet. Vous avez certainement fait attention à classiques chinois, mais laissez-moi m'arrêter d'abord un petit peu au comment lire. C'est-à-dire, plutôt que de parler tout de suite de la Chine, on peut se demander, après tout, ce qu'on fait exactement quand on lit. Ça n'est pas une mauvaise question, et c'est prendre une sorte de pas en arrière, pour regarder un petit peu la pratique qui nous est habituelle, qui est quotidienne pour beaucoup d'entre nous, qui consiste à lire. Et évidemment, notamment à lire les classiques, mais on va y aller lentement. Voilà. Comment lire les classiques? Comment lire de façon générale? Je vais reprendre les questions de comment lire très rapidement, mais évidemment, si on parle des classiques chinois, il y a deux questions qui se posent. Est-ce qu'ils ont quelque chose de spécial? Est-ce qu'ils posent des questions qui sont spécifiques? Et est-ce que leur lecture nous apporte des lumières particulières sur ce que c'est un classique de façon générale? Donc j'allais dire tous les mots de la question posent question. Lire, classique et chinois. Donc on va les prendre les uns après les autres. Suivantes. D'abord, lire proprement dit. Peut-être qu'il ne faut pas faire trop vite une distinction entre lire et entendre, notamment lorsqu'il s'agit des classiques. Pensez un petit peu à la manière dont vous avez pu recevoir les contes du Chaboté, dont un petit Indien entend pour la première fois les grandes histoires mythologiques indiennes, à la façon dont un petit Chinois va entendre eh bien, le voyage vers l'Ouest, avec le petit moine, le petit singe, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Eh bien, ma foi, il aura sans doute d'abord entendu raconter, et puis peut-être qu'il aura à la fois vu et entendu par un dessin animé, ou alors, comme font les enfants aujourd'hui, sur sa tablette, etc., etc. Donc la frontière entre lire et entendre, et surtout pour les textes fondateurs de culture, n'est pas aussi évidente qu'on pourrait l'imaginer. Et même quand on lit, peut-être qu'on entend avec une sorte d'oreille intérieure. Vous savez que jusqu'au 5e siècle, à peu près, 4e, 5e siècle en Occident, on lisait toujours à haute voix. Voilà. C'est dans le 4e, 5e siècle qu'on a changé la façon de lire. Et plus largement, je cite ici un philosophe français, François Marty, tout texte de transmission reçu dans le silence de l'écoute. Quand on lit, on écoute. Le bon lecteur tend l'oreille. Un texte se lit aussi avec l'oreille. Lire comme on écoute prend le corps tout entier. Et d'ailleurs, quand on aime un texte, on le goûte. Sentir et goûter un texte, c'est-à-dire qu'assez vite, tous les sens peuvent être engagés. Oh, c'est beaucoup plus petit ça. Les textes chinois, à l'origine d'ailleurs, ont certainement été composés de façon à ce que l'acte corporel de leur mémorisation et de lecture engage le lecteur dans l'expérience entière. Quand on lit les textes chinois anciens, on voit qu'ils sont bâtis par exemple autour de balancements d'un côté de l'autre. Je donnerai d'autres exemples. Il y a aussi toutes les caractéristiques de la langue chinoise, avec ce qu'on appelle des mots pleins et des mots creux, des rythmes, si vous voulez, qui balancent, allez, disons, et la récitation et la lecture de ces textes, mais au début, sans aucun doute, sa récitation est une audition. Un sinologue, Claude Lard, commande ainsi le Souvel, un texte médical ancien. Il parle d'un exercice presque thérapeutique d'exercice des souffles. C'est une expression du souffle vital. Quand je lis un texte, et encore plus quand je le récite, j'exerce les souffles. Le souffle soutient l'écoulement continu du discours
en même temps qu'il se déforme pour permettre l'articulation des caractères qui organisent la proposition en un tout. Ainsi fait-on avoir la main qui abolit l'anomalie et opère la guérison. Quand on lit un texte médical, au fond, on apprend déjà à, disons, utiliser l'aiguille comme il faut. Il y a une sorte de régulation du souffle qui déjà commence à s'opérer. Ça n'est pas aller trop loin, si vous voulez. Quand on lit vraiment, quand on lit avec son corps, eh bien, on entre de manière beaucoup plus entière dans l'expérience que le texte propose. C'est vrai pour les textes chinois, ce n'est pas vrai que pour les textes chinois. Vous voyez donc que la question du comment lire, elle nous amène à accorder plus de poids au texte comme un objet, au texte comme un objet que nous nous approprions par la vue, par la lecture, donc, par la bouche, par le sens et par l'écoute d'une certaine façon que nous lisions ou que nous entendions ce texte. Voilà, alors j'ai parlé de lire des classiques, et le texte classique est un terme extrêmement intéressant. Il y a une expression qui s'est perdue en français, mais qu'on connaît quand même encore, c'est faire ses classes. Faire ses classes, c'est faire son service militaire. Eh bien, c'est exactement la même racine que le terme classique littéraire. Ça même vient avant le terme de classique littéraire. Un auteur classique, c'est un auteur qui est distingué. C'est un auteur qui est distingué. Donc, au départ, classique, c'est la classe sociale, mais aussi, par exemple, la classe dans laquelle on appartient à l'armée. Voilà. La conscription. Tout ça, c'est un ensemble de termes, c'est une distinction. C'est quelque chose qui vous distingue et qui vous met dans une catégorie. Eh bien, un auteur classique en latin, c'est un auteur qui n'est pas commun. Voilà. Retenons ça parce qu'on va voir qu'on est très près de tout ça en chinois. Je vais venir à ça très vite. Quand on parle de classique, on parle aussi souvent de canon. Il y a le canon des textes classiques. Voilà, c'est les textes. Les plus grands textes de la littérature française, quoi que ce soit. Évidemment, le canon des Écritures, pas de religion, on a le canon. Le canon, au départ, c'est une règle, la règle du charpentier, et suivant cette règle, on mesure les livres qui vont pouvoir entrer dans la catégorie qu'on a établie. On a par exemple un canon des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc, plus généralement, s'est imposée l'idée, aujourd'hui extrêmement contestée, d'un canon littéraire qui réunit les œuvres les plus importantes d'une culture donnée. On parle du canon occidental. Mais ce canon occidental, aujourd'hui, bien évidemment, est soumis à des critiques virulentes. Comment a-t-il été organisé? Comment se fait-il qu'il réunisse à 95% des auteurs mâles et blancs? Et ainsi de suite, et en règle générale, c'est une classe sociale, et ainsi de suite. Donc, la définition même de canon dans l'histoire, à savoir que lire et comment lire ses œuvres, comment ont été choisies, et qu'est-ce que ça entraîne pour la lecture, est aussi une vraie question. On peut trouver instituer un canon alternatif qui représente les genres, les classes, les styles, les expériences, les sensibilités que le canon établi n'a pas su intégrer. Suivante. Alors, tournons-nous vers la Chine. L'expression classique, c'est Jing. Okay. Jing, c'est donc un terme qui désigne, on va voir quoi, au départ, une classe de texte qui est organisée, c'est-à-dire le texte prédate l'Empire Han, on va voir pourquoi l'Empire Han c'est aussi important. Un texte qui est bien organisé, auquel tout le monde se réfère, un texte bien structuré, c'est un jing. Okay. Ça parle de régularité. Et ensuite, on parlera essentiellement des jing pour les textes qui font l'objet d'un enseignement dans l'Académie impériale et que c'est donc la matière des examens impériaux.
mais pas seulement. Il continuera toujours à parler de Jing pour le Tao de Jing, pour le Lao Tzu, même si le Lao Tzu, sauf à une période de 20-30 ans, n'a jamais été l'objet d'un enseignement en vue des examens. Donc c'est un peu plus large que ça. Il y a deux sens. D'une part, c'est les textes bien organisés, les textes de référence qui prédatent l'Empire, et d'autre part, ce sont les textes que l'État a décidé de constituer des classiques. Donc à la rigueur, la division est encore plus forte qu'en Occident. C'est-à-dire que l'Église, jusqu'à un certain point, en Occident, a déterminé des classiques. Mais en dehors du canon des Écritures, ce classique a toujours été relativement mobile. Tandis que le canon des classiques en Chine, ça fait l'objet d'une loi, si on peut dire. Enfin, c'est vraiment même plus d'une loi. J'allais dire d'une loi organique. C'est vraiment extrêmement officialisé, administratif. Il n'est pas Jing qui veut. Mais évidemment, comme toujours en chinois, on peut associer le mot Jing à un autre terme. Donc, quand on parle de Jingwen, on parle d'un texte classique dans l'acception la plus générale du terme. Quand on parle de Jingdian, on parle en fait aujourd'hui de tout classique, quelle que soit son origine géographique ou culturelle. Le Jingwen, c'est d'abord un texte classique chinois, même s'il n'est pas inclus dans le canon de l'État. Le Jingdian, c'est tout classique. Disons, l'Odyssée, l'Iliade et l'Odyssée, c'est un Jingdian. Ok? Suivante. Alors, pourquoi est-ce qu'on a utilisé ce terme? Parce que le mot Jing, au départ, renvoie à des régularités. Donc, par exemple, l'organisation d'une chaîne de tissus. Voilà. En fait, c'est un métier à tisser. C'est un Jing. En fait, le mot Jing, au départ, désigne la manière dont les fils de soie s'entrecroisent. Et à partir de là, toute régularité eh bien, est désignée par le mot Jing. Même, c'est la même chose qu'en français. Ce qu'on appelle les règles monstruelles, en français, c'est les Jing. En chinois, c'est la même chose. Tout ce qui est une régularité inscrite dans le corps ou dans le cosmos, tout ce qui revient à intervalles réguliers, par exemple, c'est un Jing. Donc, voilà, les méridiens de la culture, les méridiens du corps, par exemple, sont un Jing, etc. Alors, ce qui est intéressant, et ça a été remarqué dès la fin du XIXe siècle, c'est que le mot Jing, donc, renvoie de ce fait-là à une pièce de tissu. Au départ, et sur cette pièce de tissu, vous pouvez écrire un texte. Maintenant, le mot texte, dans les langues latines, disons, disent exactement la même chose que textile. Textus et textile, là encore, c'est le même mot, si vous voulez. Donc, là encore, le Jing et le texte classique en Occident, c'est très très près. Ça désigne à la fois une sorte de support et la régularité du classique qui est inscrite sur ce support. Voilà. Je suis un peu long, mais c'est intéressant au niveau de l'origine des civilisations de repérer ces choses. Qu'est-ce que c'est qu'un classique? Pourquoi on le lit? Ça a quel statut dans notre mémoire? Et c'est surtout très très frappant de voir qu'au fond, aussi bien dans l'Occident qu'en Chine, c'est véritablement solidifié l'idée de textes qui sont des références, qui correspondent à des régularités et qui sont inscrits sur certains supports. Notamment le rapport effectivement entre la pièce de tissu et le texte, par exemple. On continue. Alors, comme je l'ai dit, c'est l'État qui détermine à partir du milieu de l'Empire Han, plus ou moins, la liste des classiques. Et cette liste sera évolutive. En gros, elle grandira. Dans l'acception la plus large, on parle de 13 classiques, ce qui n'est pas beaucoup. Donc on passe de 4 ou 5 classiques, souvent on compte 5 classiques jusqu'à 13, dans les étapes 6 et 9. Voilà. En même temps, il y aura une sorte de concurrence pour savoir ce que c'est un classique classique. C'est-à-dire qu'en dehors de l'État, le bouddhisme et le taoïsme, notamment, vont édifier leur classique. Et ce classique ne sera jamais aussi bien codifié que pour l'État. Notamment, en
Enfin, disons aussi bien pour bouddhisme que taoïsme, ça s'enfle en permanence. C'est-à-dire, on atteint une quarantaine, des cinquantaines de gros volumes. On ajoute sans cesse des textes. Donc, le jing du bouddhisme et du taoïsme, il perd son caractère de jing. Ça devient des collections de textes. Tandis que les 13 textes, disons, à partir des sons, qui vont être la base des examens impériaux, eh bien, ils sont toujours édités au Claudius. Donc, c'est toujours la base des examens jusqu'à la toute fin du XIXe siècle. Si aujourd'hui vous achetez les classiques, vous aurez 13 textes, et puis vous avez des éditions électroniques de 13 classiques, et dans les universités, on donne des classes de ce qu'on appelle études chinoises, on appelle ça études chinoises dans un chinois, dont la base est l'étude des 13 classiques, même si on parle de beaucoup de choses en même temps. Voilà, alors, en même temps, ce socle, si vous voulez, est poreux. Voilà. Comme je l'ai dit, il y a des textes qui sont aussi importants, notamment de Lao Tzu, mais même de Chuang-Tzu, je sais pas si c'est Li ou d'autres, qui sont toujours considérés comme essentiels, qui accompagnent ces classiques. Et puis, il y a certains de ces 13 classiques qu'on ne peut lire qu'à travers certains commentaires. À la rigueur, le commentaire est plus important que le classique lui-même. Pas à la rigueur. C'est vraiment le commentaire qui est plus intéressant que le classique. Si vous délivrez une interprétation du classique qui est contraire au commentaire dominant, et là, vous n'allez pas réussir votre examen. Vous allez être considéré comme hétérodoxe. Vous ne cherchez même pas à considérer un examen. À la rigueur, c'est même souvent les commentaires qui commencent à surgir qui vont finir par canoniser tel ou tel classique. C'est parce que tel auteur, notamment Fushi, a dit que tel texte est très important, tel extrait du classique des rites, etc., que ce texte va être pris à part et entré dans le canon de l'État. Donc il y a un jeu entre classique et commentaire qui va se développer et s'enrichir tout au long de l'histoire. Donc un socle assez limité, mais qui est poreux et qui au fond n'est pas très indépendant parce qu'on lit toujours le classique au travers des commentaires. On continue. Voilà. Il y a aussi d'autres textes qui peuvent être considérés comme classiques, parce que justement, comme en Occident, ces classiques, eh bien, ils ont tendance à être quand même monopolisés par l'élite. Donc on va voir, par exemple, les marchands d'autres classes, c'est pas forcément juste, qui n'appartiennent pas à l'appareil d'État, qui, par exemple, vont dire entrer en communication avec les dieux. Et on va retracer, on va réécrire ce que les dieux ou les esprits leur ont communiqué. Et ça deviendra ce qu'on appelle aujourd'hui souvent des livres de morale. C'est-à-dire que les gens vont essayer d'édifier leurs propres classiques qui auront une sorte de valeur morale. Ces textes, d'ailleurs, souvent réussiront pendant une certaine période, peut-être quelques siècles, mais à un moment donné, soit parce qu'ils sont ressort de soulèvement, soit à cause de l'élévation du niveau éducatif, soit pour d'autres raisons, et bien ils disparaissent plus ou moins. Et aujourd'hui, ils sont un objet d'étude. Voilà. Les gens essaient toujours de constituer leur propre classique pour légitimer leur identité, leurs aspirations. Voilà. On continue. La suivante. Voilà. Évidemment, quand les lettrés chinois et les lettrés occidentaux se rencontreront, ils comprendront très très vite qu'ils sont l'un et l'autre des représentants de civilisations fondées sur les classiques. Là, il faut prendre l'expression peut-être au sens large. Les premiers jésuites ont présenté aussi Euclide, les éléments de géométrie d'Euclide comme un classique. Il y a certains textes fondamentaux, parce qu'ils montrent comment entrer dans la vérité. Voilà. Si vous savez démontrer les propositions géométriques, eh bien vous allez utiliser la même méthode pour démontrer des vérités théologiques, par exemple. Donc la définition de ce qu'est un classique est un peu difficile. Beaucoup plus tard, disons quand les mêmes missionnaires jésuites qui ont davantage en possession de nos instruments culturels, de la langue chinoise, etc., ils essaieront d'orienter les Chinois vers certains traités d'Aristote, notamment le De Anima,
Donc vous aurez une sorte de pénétration très très lente et très difficile des classiques occidentaux en Chine, et évidemment, du côté des occidentaux, peu à peu, toute une entreprise de traduction et d'interprétation des classiques chinois va se développer. Vers la fin du XVIIe siècle, les 4 livres et les 5 classiques sont largement traduits en Occident. Plus, un peu plus tard, au début du XVIIe, le Lao Tzu, etc. Donc ne croyons pas que les gens du XVIIe et du XVIIIe siècle ignoraient les classiques chinois. Il y avait d'excellentes traductions latines qui étaient très vite traduites en langue vernaculaire dans toute l'Europe. Voilà. Donc les classiques chinois ont influencé l'Occident beaucoup plus vite qu'on le pense, et d'un côté comme de l'autre, on se rendait compte que la manière de lire les classiques de l'autre était la seule possibilité d'opérer une rencontre, une interprétation. Voilà. Suivante. Maintenant, aujourd'hui, je ne vais pas parler de tout ça. Je vais parler des œuvres, j'entendais par classique, les œuvres chinoises les plus anciennes, celles qui ont été produites entre le 6e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. C'est en général elles qui, après un processus d'édition, ont fait en partie objet d'une canonisation par l'État. Je prends en compte le fait qu'il y a eu donc, je ne reviens pas sur l'histoire chinoise, mais un autodafé des livres par la dynastie de Chine, la première dynastie chinoise en 213 avant notre ère. Alors, ces effets ont sans doute été beaucoup moins importants qu'on l'a dit, mais symboliquement, il est important. C'est-à-dire que tout ce qui était écrit avant cette date, postérieurement, a été considéré forcément comme classique, puisque c'était la première vague. Mais néanmoins, ces textes qui avaient commencé, largement été écrits avant 213 avant notre ère, ont été édités dans les 200 à 300 ans qui ont suivi. Et dans un processus d'édition, vous pouvez beaucoup changer le texte original. Donc on a du mal à dire, ben voilà, ça c'est les annales, Confucius n'a pas composé les annales. Et même la deuxième ou troisième génération d'ici n'a pas composé les annales. Mais ils ont écrit des textes qui ont été édités et qui, à un moment donné, sont devenus des annales. Ce qui ne veut pas dire que ça n'explique pas la pensée de Confucius, bien loin de là, est une philologie du texte des annales, lui-même date sans doute du deuxième, premier siècle avant notre ère, donc ils sont 400 ans après Confucius, possède toutes les caractéristiques de la langue de l'époque de Confucius. Mais le texte a été organisé d'une certaine façon, édité d'une certaine façon. Évidemment, ça pèse énormément sur son interprétation. On continue. Voilà, donc c'est la seconde publicité, c'est exactement de cela qu'on traite dans le livre que Michel a bien voulu signaler. Voilà, alors de quel texte parle-t-on? Là, je suis obligé d'aller vite parce que le temps et la liste que je propose ici est tout à fait insuffisante. Alors en revanche, j'essaie d'en faire un découvre exhaustif dans le livre dont vous avez fait la couverture auparavant, donc je dois consacrer 70 pages peut-être à détailler ça, et en ajouter d'autres. Donc à vous dire qu'est-ce qui a été écrit en Chine, sinon finalement édité, avant la dynastie Han. Et ensuite, comment la dynastie Han, et jusqu'à sa fin, a édité ces textes. Si vous voulez, il y a la phase de grande créativité culturelle, on écrit ces textes, et il y a la phase de canonisation, on les édite. Et très curieusement, une fois encore, ces périodes sont plus ou moins concomitantes avant les phases occidentales. Sauf certains textes écrits en grec, la Bible et l'Ukraine est à peu près composée en moins de 100 avant notre ère. Mais il y a encore un peu plus de 200 ans d'édition et d'ajout de quelques textes écrits dans le milieu des Juifs hellénistiques. Avec Aristote, l'essentiel du canon grec est constitué du canon vraiment classique. Avec les latins, il faut aller jusqu'à Cicéron. Et enfin, vous voyez, on est dans un débat très proche. Donc, il y a encore un petit processus d'éditing, et puis on trouve tout ça au Moyen-Âge. Enfin, voilà. Mais je veux dire, on n'est pas dans des intervalles de temps très séparés. Processus, ça serait en partie presque vrai pour l'Inde également. C'est-à-dire que d'autres thèmes, dans les civilisations dites de l'axe axial, vous avez une très grande créativité culturelle, une très grande production de textes
entre le VIe siècle et le IIe siècle avant notre ère. Et vous avez une phase d'édition de ces textes, de canonisation, de censure aussi par certains aspects, mais aussi d'édition selon des principes, des schémas mentaux extrêmement riches et bien pensés qui s'opèrent entre le IIe siècle avant notre ère et le IIe siècle après notre ère. Et sur la base de ces canons, nous vivons toujours. Évidemment, ils sont enrichis, développés, etc., mais nous vivons toujours. Or, les intervalles de temps sont très brefs. Voilà, alors, vous avez le livre des documents, le livre des odes et, où est-ce que j'ai marqué? Et Joey, c'est le I Ching qui constitue sans doute le trépied de départ. S'il faut identifier, disons, une origine des classiques chinois, vous avez ces trois livres. Le livre des documents, en fait, ce qu'on appelle un document chinois, originalement le terme shu, ça désigne un discours supposément prononcé par un roi ou un personnage très important de l'Antiquité la plus ancienne. Voilà. Donc, c'est un document dans le sens où c'est censé évidemment être la transcription d'une intervention solennelle et qui a changé le cours des choses. Et puis on met ça dans une trame narrative qui est d'ailleurs assez limitée, et ces documents, ce sont au fond ces discours essentiels qui fondent la moralité et la politique. Pour être très très court. Les odes, elles, sont l'expression de la sensibilité et populaire et de cours. Et c'est aussi la base même de l'écriture littéraire. C'est là qu'à Confucius, on se retrouve les noms d'oiseaux, les noms de plantes, les noms de lieux. C'est le grand lexique. C'est le grand lexique qui est ouvert à tout le monde. Et c'est aussi là où on trouve les témoignages les plus importants, les sacrifices effectués, pas forcément directement au ciel, parce que normalement, ça c'est les dirigeants qui le font, mais par le peuple, à des héros culturels, Shenlong, d'autres, c'est-à-dire ceux qui ont fondé les bases de l'agriculture, notamment, etc. Tout le système sacrificiel chinois est décrit dans le livre des Odes. Donc le livre des Odes, c'est aussi une grande encyclopédie. Et le I Ching, au départ, eh bien, c'est un début de mathématisation et de rationalisation des techniques de divination, et il offre une sorte de clé mathématique du réel, y compris des événements relatés dans le livre des Odes et dans le livre et dans le classique des documents. Il met très longtemps à s'édifier parce qu'au début, c'est plutôt comme une sorte de manuel de divination. Et donc, le I Ching est un livre extrêmement évolutif. Mais petit à petit, il se présente comme une sorte de clé d'interprétation. Donc, les documents, les odes et les changements, comme on dit, c'est le classique des changements, je n'ai pas traduit, effectivement, c'est un petit peu la base. Et puis, à partir du livre des documents, vous allez avoir une sorte de filière qui va développer les témoignages historiques. Voilà. Donc, vous aurez des annales qui, d'une part, racontent des histoires et éventuellement des discours, donc qui continuent le livre des documents, mais qui, d'autre part, essaient d'en livrer une clé d'interprétation, qui peut être très proche justement du I Ching, c'est de trouver des raisons des changements qui s'opèrent dans le cosmos. La raison des changements, ça va être la grande question de toute cette littérature. Qu'est-ce qui fait que ça passe d'un état à un autre? C'est vrai dans l'histoire, c'est vrai dans le cosmos, c'est vrai dans la nature humaine, etc. Vous avez aussi tout un ensemble qui est un ensemble rituel. Alors, je ne l'analyse pas en détail, il y a un livre de rites, il y a d'autres rites, et ça c'est très important, c'est au fond ce qui gouverne la vie sociale. Ce qu'on appelle le rituel, c'est beaucoup plus que les formalités, c'est l'ensemble de la conduite. Voilà. Par exemple, si un général entre dans un État, que le roi de cet État meurt, alors va forcément se dérouler une période de funérailles de grand emploi. Ce que doit faire le général qui attaque suivant le rite, c'est de se retirer. Il ne poursuit pas son attaque. Ça, c'est selon le rite. C'est donc l'attitude qu'on doit avoir. Et si on n'a pas ça,
un jour ou l'autre, même si on remporte un succès, on va être détruit par le ciel. Quelque chose comme ça. Donc c'est un code normatif qui s'impose à toute conduite, pas seulement de surface, mais morale et politique en fait. C'est ça les écrits proprement dits. Ensuite, on pourrait dire qu'il y a tous les écrits qui commencent à être proprement philosophiques, c'est-à-dire qui développent une pensée relatée à un maître, lequel très souvent commence son enseignement par l'enseignement des livres qui précèdent, des livres historiques, des livres chrétiens, dont je vais parler. Donc, c'est ainsi que peu à peu va s'édifier les entretiens de Confucius, le Dao de Jing qui va le suivre peu après, le Chuang-Tzu qui va le suivre peu après, le Massus, 3 générations après Confucius, et puis plus tard, le Shuzi, le Ravachai. Le Mozi, lui, est une sorte de tradition marginale, mais qui commence au moins aussitôt Confucius, qui représente une sorte de sagesse de milieux qui ne sont pas liés au littré de goût, comme tous les autres, sauf peut-être Lao-Tzu, mais même Chuang-Tzu, vraisemblablement, au départ était un ritualiste qui a, si on peut dire, rompu les ponts avec le confucianisme. Le Mo-Tzu, lui, représente par exemple des artisans. On a beaucoup d'indices qui montrent des gens qui édifiaient, par exemple, des protections défensives autour des villes, des choses comme ça. Et donc, c'est un écrit très anti-confucéen, mais en même temps très pratique, et c'est lui qui va souffrir le plus. Le Mo-Tzu est très important, donc on appelle beaucoup de chapitres, parce que c'est lui qui va être le plus attaqué par les dirigeants. Il représente vraiment trop des classes qui n'ont pas assimilé les affaires politiques. Voilà. Donc, alors que les autres livres vont être reconstitués après la première dynastie, la dynastie de Qin et le Mo-Tzu ne sera jamais totalement reconstitué. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a une variété de ces traductions qui est tout à fait énorme. À la fin de la période dont je parle, plusieurs écoles, alors là il y aura des écoles constituées, quand j'entends école, ça veut dire par exemple comme le gymnase d'Aristote, c'est-à-dire des centres qui sont dans une ville, qui en se protègent et qui accueillent et souvent donnent des subsides, si vous voulez, aux lettrés célèbres qui s'y rendent. Donc des écoles vont constituer des encyclopédies. Il y en a plusieurs, je cite ici deux, le roi Lao-Tzu et le roi Qin. C'est un mot extrêmement important parce qu'on est dans le basculement d'une époque. À la fois, il rassemble toutes les informations, toutes les réflexions qui se sont accumulées sur environ 4 siècles, et il prépare le message à la canonisation. Mais l'un et l'autre, Lao Tzu et Lao Tzu, sont tellement influencés par le taoïsme qu'ils seront rejetés par l'État Han, qui adoptera une ritualité officielle, disons, comme son idéologie dominante, et donc on va canoniser des textes essentiellement confucéens. Donc, pour compléter le corriger un peu ce qui a été dit en début de séance, je ne parle pas que du confucianisme, mais les textes et les textes classiques sont essentiellement confucéens. Maintenant, quand on regarde les origines, on élargit un peu le classique, tous les courants de la pensée chinoise y sont représentés. Après, on peut trouver plein d'autres choses. Il y a des classiques militaires, il y a des dictionnaires, il y a des classiques médicaux extrêmement importants. Et surtout, il y a quelque chose qui s'est passé en Chine qui est extrêmement différent des autres civilisations, c'est que depuis 1970 à peu près, donc ça fait 50 ans, les premières grandes découvertes de 1973, on a exhumé beaucoup de textes. On n'exhume pas de textes anciens grecs, par exemple. Quasiment pas. De temps en temps, une variante qui va un petit peu trouver une note de bas de page dans une édition savante, mais c'est tout. Alors qu'en Chine, on a déterré énormément de textes dans les quelques tombes, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas été pillés. Et ces textes, d'abord, offrent beaucoup de variantes très importantes de textes que nous connaissions, mais dont nous ne savions pas l'histoire. Le texte de très loin le plus représenté, c'est le Lao Tzu. C'est pour ça que le Lao Tzu est si important. S'il y avait un tel, enfin, quand je dis le Lao Tzu, c'est une version de Lao Tzu qui peut être très différente. Pas dans son inspiration, mais dans sa structure, dans le nombre de fragments du Lao Tzu que nous connaissons aujourd'hui. On en trouve dans toutes les tombes. On trouve des extraits importants du livre des rites. Et puis on trouve beaucoup d'écrits techniques, donc médicaux, légaux,
astrologiques ou astronomiques, etc., etc. Donc il y a des grandes choses qu'on trouve dans les tombes, ainsi que des textes totalement inédits. Vous ne connaissez pas des tout petits traités confucéens, des tout petits traités qui sont plutôt taoïstes, et beaucoup de traités qui sont mêlés des époques. Les écoles, excusez-moi, ce qui montre qu'il y avait une sorte de syncrétisme dans la Chine de l'époque, où on n'était pas, d'ailleurs, c'est une distinction qui est venue plus tard, confucéen, taoïsme, bouddhisme, légisme, ça ne marchait pas comme ça. On prenait de partout et les gens faisaient leur propre synthèse. Et quelquefois, d'ailleurs, ils écrivaient leur propre synthèse, leur propre manuscrit, qui était enterré avec eux. Voilà. Donc, si vous voulez, notre connaissance de l'antiquité des textes chinois évolue tout le temps. Il y a beaucoup de problèmes techniques parce qu'il y a même des manuscrits qui sont revendiqués par les universités chinoises les plus prestigieuses, notamment Beijing et Tsinghua, qui sont certainement authentiques, mais dont l'origine est douteuse. Qui les a déterrés? Comment se fait-il qu'on les ait retrouvés sur le marché de Hong Kong? Est-ce qu'on a un peu joué ces textes? Est-ce que l'ordre des fiches de bambou a été inversé? Ce genre de choses. Enfin, c'est un sac de voilà. Mais évidemment, ça ravit les experts. Voilà, vous voyez quelques supports. Évidemment, tout part, on ne va pas faire d'autres causeries sur les origines de l'écriture chinoise, mais tout part des inscriptions divinatoires sur le moulin de bœuf, par exemple, ou sur le carapace de tortue. Et puis, comme vous le voyez, vous avez le support sur bambou, ok, le plus répandu. Il y avait également des inscriptions sur le bois, mais le bois se conserve moins bien que le bambou. Le bambou était passé au feu, enfin, c'est finalement un matériau qui est très stable. Voilà. Et ensuite, les inscriptions sur soie qui ont l'immense avantage de pouvoir avoir des assemblages textuels beaucoup plus longs. Le problème avec les bambous, c'est que vous écrivez sur une ligne. Alors, c'est un peu comme un jeu de cartes, et là, vous pouvez mélanger les fiches. Il y a, comme d'ailleurs, les systèmes combinatoires, les systèmes divinatoires. Vous voyez? Donc, il y a une sorte, il y a à la fois une limitation, une plasticité du matériau de bambou qui est très importante. Nous, je vais dire, ceux qui sont archéologues ou historiens des textes, ça pose un problème, c'est que souvent les fiches de bambou se sont mélangées. Quand nous ouvre tout l'ensemble s'est trouvé, les cordelettes en soie, mais évidemment sur denture, puis c'est comme un jeu de cartes, mais vous ne savez pas quelle position il est indiquée au départ. La soie, c'est bien. Il y a moins de problèmes pour l'identification de la logique d'un texte. Voilà. Ce truc de soie, là, c'est un très bon boulot, il vient de Baronville, qui est donc des fouilles les plus importantes qu'on ait trouvées dès 73-74, mais la connaissance, enfin l'édition du matériau était très très tardive, tandis que les bambous ont été trouvés plus tard, ont été édités plus tôt, c'est ce qu'on appelle les fouilles de Wodienne, qui ont évidemment totalement renouvelé la connaissance de l'histoire de la race suivante. Voilà, vous voyez que cette technique d'ailleurs d'édition sur bambou, etc., a été conservée fièrement, alors que le papier, comme vous savez, a perdu très tôt en Chine, et encore au XVIIIe siècle, on éditait de très belles éditions sur bambou, des livres classiques. Alors là, ce n'est pas un classique d'État, mais c'est le fameux art de la guerre de Sunzel, qui donc fait l'objet d'une édition de luxe sur bambou. On continue. Voilà, alors, quelques repères historiques continuels, donc du milieu du néolithique jusqu'à moins 1000 environ, c'est au fond jusqu'au passage de la domestication, la diminution par craclure, et puis vers 1250, cette divination par craclure introduit des caractères idéographiques qui interprètent la divination restreinte, donc la date et qui dit les conclusions pendantines. C'est des questions comme le roi doit-il être chassé ce jour-ci? La réponse, le roi ne doit pas les chasser. On interprète le petit stock de caractères qui sont sur carapace, on n'a pas beaucoup, et on sait maintenant aujourd'hui très bien les. Donc, après vers l'an 1000, apparition des écritures sur bronze, popularisation de la divination par Aquilée, donc par les herbages des rois de plantes, ce qui fait que la divination par craclure disparaît, et donc le texte s'autonomise. Il
devient indépendant des processus divinatoires. Possible rédaction dès cette époque de certains disques royaux, notation d'autres, et puis on trouve aussi des documents importants pour l'histoire de l'écriture chinoise, qui sont écrits sur pierre, donc vous savez, qui sont des alliances entre tout petits États. On entrait dans des fausses sacrifices. Donc il y a une grande variété des modes d'écriture recensés, même si, comme vous voyez, l'écriture chinoise apparaît beaucoup plus tardivement que l'écriture du Proche-Orient, qui apparaît environ 2000 ans avant les dates dont nous parlons pour la Chine. On continue. Voilà, alors il y a la grande période 722-480 qui correspond à la période ouverte par les plus grandes annales historiques connues en Chine qui vont donner lieu aux spéculations à la fois historiques et antiques, puisqu'on va essayer de trouver les schémas de l'action du ciel dans l'histoire humaine. Voilà. Confucius, c'est 1551-1579. Lao Tzu est sans doute un auteur imaginaire, mais qu'on fait plus ou moins contemporain de Confucius. Le petit-fils de Confucius est celui qui commence à faire du confucianisme un système en isolant certaines études, certains textes essentiels, la grande étude, le classique de la piété filiale, etc. Pardon, ça c'est Zheng Zhe qui est un disciple. Ensuite, cette opération est finalisée par le petit-fils de Confucius, qui écrit le traité le plus philosophique du confucianisme, Zhongyong, c'est-à-dire, on peut traduire ça par le traité du juste milieu, qui est véritablement, alors là, un traité spéculatif. Disons, les traités considérés comme le plus difficile des écrits confucéens précoces. Mozi donc serait un peu après Confucius, Massius donc est troisième, quatrième génération après Confucius. Pendant très longtemps, il ne sera pas très important, mais à partir du XIe siècle environ, c'est le confucianisme de Massius, extrêmement humaniste de tonalité, qui deviendra la version dominante du confucianisme chinois. On peut dire jusqu'à aujourd'hui. Donc Massius est un auteur important, mais qui connaîtra, disons, toute sa gloire philosophique environ vers le XIe siècle. Comme si on découvrait à cette époque, en disant, mais ça, c'est le confucianisme dont nous avons besoin. Quelque chose comme ça. Là encore, je simplifie un peu rapidement. Moins 369 à 288, c'est les dates putatives, mais encore de Chuang-Tzu, un auteur mystérieux et qui semble exister. On sent une patte d'auteur extrêmement forte dans les 7 premiers chapitres de Chuang-Tzu. Il reste un mystère, une sorte de miracle. C'est sans doute la plus belle prose chinoise qui ait jamais été écrite. C'est une pensée philosophique absolument superbe et totalement renversante. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal, j'allais dire, à assimiler. Donc on a un météore dans le Chuang-Tzu, voilà, qui sera quand même beaucoup moins populaire que l'histoire chinoise que le Lao Tzu. Le Lao Tzu, sans nul doute, est une œuvre collective. C'est une sorte de sagesse collectée. Et c'est une sagesse fortement anti-confucéenne. Pour aller très très vite, le confucianisme se base sur la distinction. Il s'agit de distinguer les noms, par exemple, appliquer le nom juste à la chose qui lui correspond, les états, et ainsi de suite. Être homme, c'est séparer, distinguer. Xu Zhe portera cette pensée à son maximum. Lao Tzu et plus tard Chuang-Tzu prennent le point de vue totalement inverse. Ce qui mérite d'être pensé, c'est ce qui ne peut pas être distingué. Par exemple, le 1. Le 1, c'est ce qui contient tous les nombres. Enfin, si vous cassez le 1, il n'y a plus de 1. Voilà. Donc, vous pensez l'origine, et un vrai penseur, il ne pense pas à la distinction, il pense ce qui précède toute distinction. Ce que eux appellent le grand. Qu'est-ce que c'est quelque chose qui est grand? C'est ça. C'est quelque chose dont on ne peut pas prendre la mesure et dont on ne peut pas lui donner le nom. Si vous pouvez contrôler quelque chose en lui donnant un nom, et si vous pouvez le mesurer, même s'il fait 10 000 milliards de kilomètres, il n'est pas grand. Et grand, ce qui est non mesurable. Donc vous voyez, il y a une base philosophique extrêmement forte chez Lao Tzu et Chuang-Tzu, et c'est pour vous donner l'idée qu'il y a effectivement une pensée chinoise qui se mesure avec des questions philosophiques d'ampleur assez forte,
que la pensée. Voilà, d'autres dates, je ne vais pas tous les donner. Donc Junzeu, c'est l'auteur confucéen tardif. Ranfetsu, c'est le début du légisme, donc qui vient du confucianisme, qui s'oppose à lui. Comme il faut distinguer, Confucius distingue, les auteurs confucéens distinguent aussi dans le gouvernement. Vous n'allez pas appliquer la même punition à tout le monde. Vous allez d'abord rééduquer les gens, suivant les conditions, les circonstances, etc. On va mitiger, on va voir, au sens-là, le confucianisme est un humanisme. Et les légistes, oui, c'est exactement pour ça que tous les États se cassent la figure. Il y a une loi, elle est la même pour tout le monde. On a à peine besoin d'un gouvernant. Le gouvernement, c'est celui qui est garant de la loi et il n'a pas le droit de la mitiger. Voilà, donc la loi est là. Et alors, il faut que le nom de loi et châtiment, parce que la Chine est le même. C'est pas fa, c'est loi et châtiment. Il faut qu'elle flanque une frousse monumentale. C'est la seule façon de dire. Confucius croit qu'on va éduquer la nature humaine parce qu'elle est bonne au départ, il se trompe, voilà, royalement. On fait peur aux gens, ils se tiennent au carreau et l'État marche. Il faut confronter, il faut qu'ils disent tout ça parce qu'on est dans l'écroulement total des États, des petits États chinois. On sent que le Premier Empire va venir, ils se font la guerre en permanence, ça tombe, ça retombe, ça se crée, enfin ça fait la guerre. Donc ils sont dans un état de guerre civile permanente, juste après la paix. Je pense 30 ans, 20 ans après l'État dont il est l'un des princes, parce que c'était un ordre de niveau très important, va disparaître, totalement disparaître. Donc ils réagissent aussi à une situation de crise. Il faut comprendre ça. Voilà. Après, il y a encore beaucoup d'autres états. Chine est tout à fait, l'uniformisation des graphies, c'est très important. Peu à peu, on va écrire de la même façon sur, disons, une bonne partie de la Chine qu'elle connaît aujourd'hui. Entombement, dont on peut voir de plus en plus d'exemples de textes importants. Création du roi Yanzi qui forme un peu la fin du corps dont je parle ici. Très vite, un peu en réaction contre le roi Yanzi, la canonisation des saints classiques. Et là, on arrive, disons, à l'orthodoxie confucéenne et au classique confucéen. Suivante. Voilà, alors là, on est déjà en dehors de la période où je parle. Les mémoires historiques et somatiennes sont écrits dans un éthos avec des considérations qui ne sont plus du tout ceux de cette période formative de l'Empire chinois. Ce n'est qu'en 55 avant notre ère qu'on trouve un menu, donc il y a les entretiens de Confucius, qui est très largement identique à la version qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça crée beaucoup de débats, parce que est-ce que ça veut dire que les entretiens vraiment très tard, où est-ce qu'on trouve très peu d'exemplaires. Pendant très longtemps, les entretiens ont été moins populaires que le Lao Tzu. On trouve des citations mais totalement dispersées. On ne trouve pas d'entretien. Le processus de canonisation, alors là, à partir de ce moment-là, c'est un plateau. Les Xian, les Xin, son fils, sont les gens qui seront les plus importants. On continue. C'est en 110 de notre ère que le papier commence à être utilisé. Le premier grand dictionnaire qui a une importance essentielle pour une interprétation en profondeur du sens des classiques chinois apparaît à peu près à la même époque. Le sens du livre d'éducation du Yu et du Lao Tzu est fixé, on peut dire canoniquement, par un auteur que j'aime appeler le Mozart de la philosophie chinoise, ceux qui avaient vécu beaucoup moins d'après Mozart. Wang Bi, 23 ans, deux commentaires étincelants du classique des champs de méditation et du Lao Tzu. Il les laisse, il s'impose dans toute l'histoire chinoise. Voulez-vous, Wang Bi signe le passage cosmologique à mythologique. C'est-à-dire qu'avant, on comprenait ces grands textes comme une description du cosmos, des règles qui gouvernent le cosmos. À partir de Wang Bi, on les comprend comme une méditation sur l'origine, sur le non visible, caché, le rien, quel que soit le nom que vous voulez lui donner, d'où le quelque chose émerge. C'est exactement ce qu'on appelle une question ontologique, une question sur l'être. Voilà. C'est Wang Bi, dans ses 23 ans d'existence, qui opère de manière assez radicale ce changement. Voilà. Alors, finissons en nous portant beaucoup plus tard, si vous voulez, le grand nombre
de l'orthodoxie confucienne, c'est Chushi, au XIIe siècle, qui a un peu le rôle qu'aurait chez nous Thomas d'Aquin. C'est lui qui fixe une orthodoxie, un système complet qui est fondé sur l'interprétation des textes de l'Ancien. Quelque chose comme ça. C'est une image que je donne. Thomas d'Aquin est un peu réfléchi, mais ils ont le même rôle fondateur pour les 800 années qui suivent. Okay. Jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas le classique chinois sans Chushi. Voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est lui qui édite les classiques dans la version qui va finir par être la nouvelle version des examens de recrutement de 1313. Il y a des examens avant ça, mais de 1313 à la fin de Qing, ça va être le même type d'examen. Vous voyez, c'est intéressant. Alors, Chushi, lui, procède aussi par école, ce qu'on appelle les Shuyuan. C'est le moment où, effectivement, ces écoles chinoises, qui sont comme des petites universités privées, vont totalement se constituer. Voilà. Et à la même époque, nous avons les universités nationales qui commencent, 1200, l'université de Paris, reçoit sa charte de philologie. Voilà, c'est une présentation historique très très large et très très rapide, mais c'est bien d'avoir quelques points de repère. Suivante. Voilà, les textes dont je parle sont d'une diversité étonnante. Donc les textes les plus anciens, c'est des computations, des évaluations, comme j'ai dit, des discours, des chroniques, des chants populaires et le cours. Le classique d'imitation, c'est l'interprétation de 64 hexagrammes qui décrivent les transformations, les mutations qui se produisent d'un état cosmique ou humain à l'autre. Le Lao Tzu est constitué de 80 sections courtes, très très courtes. Maintenant, on les traduit souvent comme des stances plutôt que des chapitres. Voilà. Le menu, c'est 20 chapitres, donc les entretiens de Confucius, relativement longs, quand même pas très longs, mais c'est 20 vrais chapitres. C'est des rouleaux chouettes. C'est un rouleau de soie, on peut faire tenir un chapitre des entretiens. Le Chuang-Tzu se donne, pour moi, c'est le 7 premiers chapitres, comme une grande œuvre littéraire. On va vers l'encyclopédie à la fin de la période dont j'ai parlé, c'est les rares. Voilà. On continue. Suivante. Il faut aussi, pour comprendre ces textes, faire attention au support sur le canon. J'ai dit des fiches de bambou, des labels passés au feu, attachés par une corde. Malheureusement, la corde elle craque. C'est pour ça qu'on a des problèmes avec l'or. Et des labels qui font des couvertures. Puis les bouts de soie, coupés sur la longueur du texte, mais avec des limites quand même, techniques, à la longueur qu'on peut avoir, ils étaient enroulés sur morceaux. Et puis, le papier, une sorte de papier, deuxième après, avec une technique qui va s'améliorer et se répandre progressivement. On continue. Suivant. Voilà, j'ai déjà parlé de ces découvertes, j'insiste pas. Vous voyez, Marangui, donc surtout le niveau de soir en 72-73, Baudienne, extrêmement riche, et Rousseau, dès 93. Comme j'ai dit, Marangui, c'est l'appel de taoïsme. Ça met des dizaines d'années avant que l'édition commence. Donc, Baudienne, c'est la meilleure technique d'ouverture. On va avoir le texte disponible très très rapidement. Vous voyez, quand même, 12 000 caractères, c'est pas si peu. 18 petits textes, certains connus, certains que vous ne connaissez pas, 28 textes encore plus dans la langue. Voilà. Ensuite. Voilà, comment lire les classiques? Maintenant, enfin, je peux venir à ma question. Comment lire les textes de Thomas Paris? Alors, je vais proposer très rapidement, pour être long quand même, 7 façons dont on peut lire un texte. Avec référence plus directe à mon texte, mais vous pouvez les appliquer, si vous voulez, à tous les corpus que vous connaissez. Suivante. Alors, contrairement à ce qu'on pense, en règle générale, même sans le savoir, on lit un texte sur une stratégie. La stratégie ne nous est peut-être pas personnelle, mais nous est imposée. Comme je vous ai dit, un petit Indien qui entend pour la première fois les grands récits, les grandes sagas indiennes, il lui a inculqué un certain nombre de valeurs, une vue du monde, une vue aussi de l'indianité, qui est dirigée vers sa formation. Lorsqu'on faisait lire Molière quand on était petit, on nous donnait une certaine idée de ce qu'était la culture et la langue française. Je le dis très rapidement, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors ça peut être plus sophistiqué que ça. En règle générale, aujourd'hui, les scolaires chinois
lisent les classiques chinois pour déterminer ce qu'est l'essence de la culture chinoise. C'est la grande question. La seule question à la gauche, c'est qu'est-ce que la Chine? Et la réponse est dans les classiques. Donc il y a une stratégie de lecture. Mais Matteo Ricci lisait aussi les classiques confucéens de telle façon à montrer leur compatibilité avec les vérités du christianisme. Il a été d'un grand avantage d'attirer à notre opinion la part principale de la secte des lettrés qui tient à Confucius, interprétant en notre faveur l'une ou l'autre chose laissée par lui dans l'incertitude de ses écrits. De la sorte, il faut trouver une grande bienveillance de la part des lettrés qui n'adorent pas les idoles. Ceux qui ne se tournent pas vers l'Église. Voilà. Vous voyez, Matteo Ricci développe une stratégie de lecture, mais en règle générale, que nous ne sachions pas, comme M. Jourdain avec la prose, nous avons tous une certaine stratégie. La classique nous aide à nous situer dans notre identité. Il confirme une partie de nos opinions, et ainsi de suite, ainsi de suite. Suivante. C'est bien pour ça qu'on a tous une sorte d'utopie, on aimerait bien lire le texte comme il se donne, purement. On veut lire le texte, une sorte d'innocence première. Je lis le texte, je n'ai pas d'idée préconçue, voilà, une méthodée, quelque chose comme ça. C'est un bel idéal, c'est pas si facile à réaliser, surtout avec la classique. Je lis un extrait, donc, c'est pas le classique lyrique, là, c'est le livre lyrique. Au commencement du rituel, il y a d'abord la boisson et la nourriture. Le bœuf destiné à la divinité suprême est isolé dans un enclos pendant 3 mois. Le bœuf destiné au dieu du millet n'a pas besoin d'être isolé. Cela afin de différencier le culte des esprits célestes de celui des ancêtres. Ne rien voir hors du rite, ne rien entendre hors du rite, ne rien dire hors du rite. Comment est-ce que je lis tout ça purement? J'entends parler de quelque chose auquel je ne comprends rien, le rituel tel que compris dans l'école confucéenne. Est-ce que je peux lire ce texte comme il se donne? Non, je vais avoir besoin d'une grille. Notre idée d'innocence première, elle est toujours un peu trop innocence. Non, on lit forcément un texte à travers un système d'interprétation. Le tout est d'être conscient du système ou de la grille à travers laquelle on le lit. Voilà, c'est ce que je disais. Vous lisez ces textes, vous devez faire une grille. Sur quoi porte la question portée? Vous devez voir entreprise. Qui la pose? Avec quelle autre question est-elle corrélée? Y a-t-il débat dans ce qu'il dit? Est-ce qu'on dit de rien voir dans le livre comme une façon de s'opposer à notre opinion? C'est-à-dire, je vais devoir me poser ces questions. Je peux un peu m'approprier le texte. On continue. Suivante. Alors, il y a une autre façon de lire un texte, c'est comme un psychanalyste. La lecture symptomale. Je pars de l'idée, en règle générale assez juste, que le texte ne parle pas exactement de ce dont il a l'air de parler. C'est vrai, en général. Un texte est plein de sous-entendus. Certains conscients, certains inconscients, et il s'agit d'aller un petit peu dans l'inconscient, dans sa structure. Voilà. Marcel Granet, l'un des plus grands, non seulement sinologues, mais sociologues chinois, il a Durkheim, il a un merveilleux connaisseur des textes chinois anciens, est celui qui a le mieux développé ce genre de lecture. Granet écrit le fait singulier, que l'on nomme fait historique, et qui est le fait tel que l'enregistre l'histoire, et non pas un fait brut, mais le produit d'une élaboration. C'est une construction abstraite, réalisée par le travail critique de l'historien à partir de données qui constituent le fait réel. Cette donnée complexe est le thème conventionnel, stéréotypé, convenu, ou le schéma, la suite des thèmes, au moins traditionnels, non moins traditionnels et non moins convenus, dans lequel c'est nécessairement formulé tout d'abord sur la vérité de donner lieu à un procès d'enregistrement. Je vais expliquer ça, mais on voit d'abord l'exemple ici. Voilà, alors je vais peut-être pas donner un exemple, mais je vais le donner tout de suite. Granet, par exemple, utilise un récit qui montre comment Confucius donc, détecte la ruse
que des envoyés d'un État hostile qui cherchait la paix est en train de poser à ce prince, disons en gros, il y a des musiciens et des danseurs qui sont là pour se réjouir de la paix et qui sont prêts à servir le prince, et il fait punir ces conjurateurs en les faisant écarter pour raconter l'histoire. Et Granet montre très bien que ce n'est pas un fait historique, mais que c'est une sorte de thème dominant qui dit que l'autorité d'un souverain sur un État est montrée par le fait d'opérer un sacrifice à chaque limite de son empire, le thème de l'éternel. Donc vous voyez, il procède vraiment comme un psychanalyste. Comme le psychanalyste va chercher le complexe de type, pour parler là encore un peu trop rapidement de ce que je dis, Granet va trouver le thème du sacrifice royal, le sacrifice qui fonde l'autorité royale. Donc il se demande toujours au fond de quoi parle le texte et le symptôme de parle le texte. Quelle est la mentalité, le schème mental qui est reflété par une histoire qui en soi est un peu curieuse et qui l'est effectivement parce qu'elle parle exactement de ce qu'Amer me parlait. Un peu comme le rêve que je raconte. Eh bien, il a cette summation. Je le dis assez rapidement, mais on comprend tous les lectures symptomatiques. On va creuser un petit peu plus profond. On va plus loin. Alors, il y a une autre façon de lire ça, de lire le texte qui est très important dans le milieu universitaire, qui est en gros de déconstruire le texte, qui est de dire ah, vous croyez qu'il y a un texte. Eh bien, c'est un mirage. Il y a des messieurs qui, dans le cours de l'histoire, c'est toujours des messieurs, très rarement des dames, qui, dans le cours de l'histoire, ont assemblé des phrases, des morceaux variés, qui ont comblé les lacunes et qui ont fini par vous donner ce qu'on appelle un texte. Et ce texte, il faut le couper en petits morceaux, il faut aller jusqu'aux éléments les plus petits, et donc, regarde ces trois phrases, elles ont pu peut-être être prononcées par la personne à qui on attribue le texte. Et après, les vagues successives d'éditeurs, et les vicissitudes de l'histoire, etc., on produit ça. Évidemment, je caricature un peu. Et quelquefois, ça arrive comme ça. Alors, cette technique, qui a aussi ses avantages, hein, parce qu'il y a beaucoup de science derrière ça. Un texte abstrait, par qui il a été édité, finalisé, c'est une bonne question. Mais le soupçon sans thèse porté peut être un peu. Peut ne pas faire preuve de beaucoup de sagesse ou de bon sens. Cette méthode a commencé dans les études bibliques, on fait dès le XVIIIe siècle, c'est la fin du XIXe siècle et jusqu'aux années 50 et 70. Après, on a changé parce qu'on s'est vu quand même que ces textes se composaient selon des schémas assez fixes et que ça posait des problèmes. Et j'ai un ami bibliste qui disait, mais tu sais, le livre du prophète Amos, un petit livre, le petit prophète, et ben, il y a des exégèses comme ça qui ont fini par conclure que le prophète Amos a prononcé trois phrases, enfin, a écrit trois phrases, et ces trois phrases ne sont pas particulièrement bouleversantes. On se demande vraiment pourquoi on a retenu le nom de ce type-là. Sa question est bonne. Hein. Voilà. Je prends maintenant un autre exemple dans le domaine des études chinoises. Mo Tzu, dont je vous ai parlé, le philosophe des classes populaires, si on peut dire, très confucéen, son grand principe, c'est que il faut avoir un amour non différencié. C'est-à-dire qu'effectivement, pour le Confucien, quand tout marche par conférence, forcément, vous aimez votre père plus que le père du voisin. Voilà. Et c'est comme ça du reste de la société. Et Mo Tzu dit pas du tout, c'est comme ça que la haine commence. Je dois préférer mon père au père du voisin, je vais devoir choisir un moment de faire du mal au père du voisin, simplement en retirant la nourriture qu'il a besoin pour la donner à mon père. Donc il dit la différenciation est la racine du mal. C'est une pensée très radicale, il exprime très bien de façon très logique. Enfin, parfois l'amour universel, c'est pas tout à fait juste en chinois, c'est l'amour réciproque. Tout le monde s'aime de la même façon. Voilà. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, j'ai des collègues qui passent leur temps à dire mais le Mo Tzu, c'est un texte compliqué, édifié sur une très bonne période, c'est tout à fait d'accord, je n'ai pas de problème avec ça. Et Mo Tzu, au départ, a dû certainement avoir une pensée finalement assez consensuelle, du genre il faut mieux bien s'aimer les uns les autres. Voilà.
sans la critique radicale de la différenciation. Et c'est peu à peu que ses disciples auraient radicalisé sa pensée. Moi, je pense que c'est exactement le contraire. C'est que dans l'histoire, il y a des événements qui se produisent. Il y a quelqu'un qui vient avec une pensée radicale, cette pensée radicale produit une conviction, et un système s'élabore à partir de ça. Moi, je ne suis absolument persuadé, j'ai raison, que Monteux, effectivement, s'est caractérisé en venant dire aimer le père du voisin autant que votre propre père. Et que c'est le choc créé par ça qui a contribué à la création sur les cas. Quelque chose comme ça, pour parler rapidement. Cela dit, l'histoire des formes et des sources, c'est au fond s'intéresser à l'histoire du texte pour vous dire comment ce texte est composé. Donc, on déconstruit le texte de cinquième méthode. Donc, suivante. On passe. Donc, suivante. Voilà. À cause de ça, il y a pas mal de sinologues qui, au fond, il faut faire comme font les anciens Chinois. Plutôt que de vouloir détruire tous les textes, intéressons-nous à les lire comme on fait les commentateurs. D'autant que ces commentateurs savaient très bien lire. Ils n'étaient pas toujours d'accord sur le principe de lecture, mais ils y ont vachement réfléchi. Par exemple, Wang-Bi, il réfléchit sur le Lao-Tzu, et, ma foi, il en découvre le principe de fond. Par exemple, il dit le Dao, la voie, est dans une position similaire à tous les êtres vivants, enfin, une position vis-à-vis des êtres vivants similaire à la position du gouvernant vis-à-vis du gouverné. C'est-à-dire que le gouvernant doit être comme la voie, ne rien faire et travailler par en dessous au bénéfice de chacun. Voilà. Donc, vous avez d'un côté le Dao et l'être, le cosmos, de l'autre, le roi et le gouverné. Et dit équivalent entre l'ontologie et le politique. Donc, c'est Wang-Bi qui livre cette lecture. C'est quand même intéressant. On est passé par les commentateurs pour essayer de lire le Lao-Tzu, d'autant que Wang-Bi était plus proche que nous du Lao-Tzu. Suivant. Comme je suis un peu trop long, je vais passer, mais je reste quand même une seconde là. Je suis trop long et je vais même rester un peu. Le commentaire est déjà dans le classique. Par exemple, une grande partie des entretiens de Confucius, en fait, commentent déjà sur des textes plus anciens que le sien. Donc, par exemple, Chiave de Confucius, on lit dans l'île des hommes, un sourire agréable crisse les coins de sa bouche, ses beaux yeux brillent d'un éclat, des noirs un fond blanc que soit une peinture de personne. Voilà. Eh bien oui, le livre des autres, c'est un livre au fond très érotique. Il y a beaucoup de questions homosexuelles, il y a beaucoup de questions d'attraction, etc. Le problème de Confucius, ça va donner un sens moral. Alors, cela dit, Confucius dit très bien, c'est pas un prude. Il dit quelque part, je n'ai jamais connu quelqu'un plus intéressé par la vertu que par le sexe. Il le dit comme ça. Confucius n'est pas un prude. Mais son problème est de trouver dans les livres des autres une façon de fonder la société. C'est ça le problème. Voilà. Et que signifie cette parole? Le maître répond, avant de peindre, il faut avoir un fond blanc. Donc si la Thérèse, il a fait un fond blanc sur une peinture de liberté. Donc le poème décrit une femme qui s'applique blanc, et sur le blanc, il s'applique des couleurs. Confucius, il faut d'abord le fond blanc. C'est le fond, c'est le cas de dire de ce verbe. Et donc ce chat dit, les rites viennent du après. Il y a d'abord la nature humaine, et sur la nature humaine, vous allez appliquer les couleurs. Voilà l'interprétation moralo-éthico-politique a été donnée. On a dit, on peut s'entendre avec toi, à présent je peux parler des autres. Voilà. Ce chien a compris la manière de vivre. Vous voyez, l'interprétation est déjà dans la classe. Suivante. On va continuer. Alors, on peut lire ensuite les textes en fonction de leur structure. En fait, moi, c'est ce que je fais. Surtout, c'est ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les textes sont composés. Donc, je ne vais pas trop en parler, mais si vous voulez, on peut lire un texte phrase par phrase, on peut voir la manière, par exemple, dont il tourne. Il y a beaucoup de textes qui sont organisés comme un cercle. Vous avez d'abord un de trois, vous avez un centre, une fois, qui est le plus important du texte, et puis vous avez trois de là. C'est une façon de faire entrer les gens dans l'intelligence du texte qui est tout à fait différente du raisonnement idéal, mais qui en général est beaucoup plus efficace.
tourne dans le texte, et c'est comme ça qu'on en comprend le sens. Je continue. Voilà, c'est ce qu'on appelle la disposition rhétorique. Vous savez, ce qu'on appelle la rhétorique récolective, c'était la disposition, c'est la manière de composer. Où est le centre? Est-ce que j'ai quelque chose à prouver? De quelle façon? À quel moment? On avait l'élocution, ce qu'on appelle le jeu de la stylistique. Il y avait la mémoire, parce que c'était toujours lu. Il y avait qui va être connaître, et l'action, la manière de le délivrer. Alors, regardez un texte qui nous dit beaucoup, en fait, sur une toute petite structure et qui va nous faire comprendre quelque chose de supplémentaire que j'ai dit. Conclure, c'est la manière. Voilà un texte de Brian Hansen qui dit le sage en l'intérieur cultive sa racine plutôt que à l'extérieur orner ses branches. Vous voyez qu'il y a une correspondance totale des caractères. Les wine, intérieur extérieur, cherche, cultiver, orner, un personnel, et puis le mot, la racine et les branches. Voilà. Donc c'est une toute petite structure de texte, mais la même structure peut se retrouver à une beaucoup plus grande échelle. Une autre structure de phrase. Vous savez, en règle générale, les structures, elles sont à la fois micro et macro. Ce que vous repérez dans une phrase, vous pouvez repérer à une plus grande échelle. Et vous voyez surtout un souci de la symétrie extrêmement important. Ça a un effet sur nous, et j'anticipe déjà sur la dernière manière de lire que je veux parler, on comprend beaucoup plus intérieurement ce dont il veut parler. S'il disait simplement le sage cultive sa racine à l'intérieur, c'est bien, on passe à la suivante. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que là, il nous dit, ben oui, il y a deux façons de faire. Vous pouvez aller vers l'extérieur, vous pouvez être assis, ou bien vous pouvez vous tourner vers l'extérieur et mettre des petites boules lumineuses sur vos branches. Alors c'est vrai, c'est ce qu'on fait. J'ai un diplôme de plus, je suis membre de telle société savante, sur mes branches, j'ai plein de choses. Donc j'orne mes branches à l'extérieur, je ne cultive pas ma racine à l'intérieur. Voilà. En disant les deux, j'ai une conscience beaucoup plus forte de ce dont il s'agit. Le texte opère quelque chose en moi. On continue. Alors, les structures peuvent être beaucoup plus compliquées. Hein. Vous voyez, c'est dans le Lao Tzu, c'est très intéressant. On dirait qu'il se rappelle tout le temps, mais en fait, il dit quelque chose de très important. Vous voyez ici, il y a se faire la raffinement, se faire la vallée, c'est quasiment synonyme. Et au milieu, c'est se faire la norme. Donc, il parle du sage, du grand sage. Le grand sage doit se faire ravine, vallée, c'est-à-dire aller plus humble, plus profond, comme nous. Il n'est pas sur le sommet, il est, et c'est là où une fois encore dit, là où le détritus. La ravine, c'est pas forcément beau, hein. Les ordures que vous déversez en haut, elles tombent en bas. Le Lao Tzu le dit comme ça. C'est là où il y a la vie, des choses comme ça. Voilà, donc, il y a un certain nombre d'actions qui correspondent au fait de se faire une ravine et la vallée. Et au milieu, il dit, c'est se faire la norme. Vous voyez l'importance du centre ici. C'est-à-dire, quelle est la vraie norme? La vraie norme, c'est d'être caché, d'être tous en bas. La vraie norme n'est pas de prier, la norme,